Il y a un ingrédient secret qu'on ne voit pas, mais qui est pourtant absolument essentiel pour avoir une super récolte de myrtilles. Cet ingrédient, c'est le froid. On va décortiquer ensemble pourquoi ce sommeil d'hiver est si important pour le myrtillier. Et surtout, comment on peut être sûr qu'il a eu sa dose de froid pour nous donner les meilleurs fruits possibles. Alors, au programme, pour comprendre tout ça, on va d'abord parler de ce fameux défi du froid. Ensuite, on va se pencher sur deux méthodes pour le mesurer, une assez simple, Cross-Areno, et une autre beaucoup plus pointue, la méthode UTA. On verra laquelle choisir selon les cas. Et pour finir, on regardera un peu les autres caprices de la météo qui peuvent jouer des tours au myrtillier. Allez, on y va. Ok, mais alors, pourquoi? Pourquoi ce besoin de froid au juste? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la plante quand tout a l'air complètement à l'arrêt en plein hiver? C'est la question essentielle. La clé de tout, c'est un mot, la dormance hivernale. Il faut vraiment voir ça comme un sommeil profond, super réparateur pour la plante. C'est le froid qui la force à se reposer, et ce repos, il est vital. Parce que sans ça, au printemps, c'est un peu l'anarchie. La plante se réveille mal, la floraison part dans tous les sens, et la récolte, on peut lui dire adieu. Pour mesurer ce besoin, on a une unité, l'heure de froid. Le principe est tout bête, à chaque fois que le thermomètre reste pendant 1 heure entre 0 et 7,2 degrés Celsius, hop, la plante coche une case. C'est comme si elle accumulait des points. Et chaque variété de myrtille a son propre score à atteindre pour que son réveil au printemps soit une réussite. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on les compte ces fameuses heures de froid? Le premier outil qu'on va regarder, c'est la méthode Crossa-Reno. Son plus grand avantage, c'est qu'elle est hyper simple. On a juste besoin de 2 infos par jour. La température minimale et la température maximale. C'est tout. L'idée derrière, elle est assez logique. On imagine que la température fait une sorte de vague, elle monte et elle descend régulièrement entre le minimum et le maximum de la journée. En se basant sur ça, on peut, disons, estimer pendant combien de temps on est resté sous ce fameux seuil de 7,2 degrés. C'est une approximation, on est d'accord, mais ça donne déjà un premier indice. Voilà la formule pour calculer ça. Alors, pas de panique, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. En gros, on prend l'écart entre la température la plus basse et notre objectif de 7,2 degrés, on divise ça par l'écart total de température de la journée, et on multiplie le tout par 24 pour les 24 heures, et voilà, on a une estimation du nombre d'heures de froid pour cette journée. Donc cette méthode, elle est super pratique. Simple, rapide, avec des données faciles à trouver, parfaite pour avoir une idée générale sur une grande zone par exemple. Mais, et c'est un gros mais, elle a un défaut majeur, elle manque de précision. Et surtout, elle oublie un truc absolument crucial. Un coup de chaud l'après-midi peut complètement annuler le froid accumulé le matin. Et ça change tout. Et c'est justement là qu'intervient la deuxième méthode, la méthode UTH. Elle est conçue pour régler ce problème. C'est une approche beaucoup plus fine. Fini de regarder la journée d'un bloc, ici on analyse la température heure par heure. Le résultat est bien plus collé à ce que vit réellement la plante. Le principe de base, et c'est ça qui change tout, c'est que toutes les heures de froid n'ont pas la même valeur. Le modèle UTA, il part de cette idée simple. Pour la plante, 1 heure à 2 degrés, ce n'est pas du tout la même chose qu'1 heure à 6 degrés. L'efficacité du froid dépend de la température exacte. Par exemple, quand on est dans la zone de température idéale, entre 2,5 et 9,1 degrés, c'est le jackpot. Chaque heure qui passe dans cette fourchette ajoute une unité de froid complète au compteur. C'est vraiment là que la plante fait le plein. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'à l'inverse, quand il fait trop chaud, disons au-dessus de 18 degrés, la plante ne se contente pas d'arrêter de compter. Non, elle fait marche arrière. Elle perd du froid qu'elle avait déjà accumulé. Chaque heure de chaleur vient carrément effacer 1 heure de froid gagné plus tôt. Ce n'est pas une simple addition, c'est un vrai yo-yo. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. On voit bien, tout en haut, quand il fait vraiment très froid, en dessous de 1,4 degrés, ça ne compte pas, 0. Puis on arrive dans la zone super efficace, entre 2,5 et 9,1, là c'est plus 1 à chaque heure. Ensuite, l'efficacité diminue et hop, on bascule dans le négatif. Au-dessus de 18 degrés, on perd des points. On voit vraiment que ce modèle, il essaye de mimer la réaction biologique de la plante. Pour résumer, la méthode UTA est super précise, vraiment calquée sur la biologie. Elle est idéale pour les climats comme en Méditerranée, où les hivers sont doux et peuvent alterner le chaud et le froid dans la même journée. Le seul hic, évidemment, c'est qu'il faut avoir des relevés de température heure par heure. C'est plus lourd à gérer et à calculer, c'est sûr. Bon, alors, laquelle on choisit? Cross-Reno ou UTA? La question n'est pas juste une histoire de maths, elle a des conséquences très concrètes sur le terrain pour un producteur. Ce petit comparatif met bien les choses au clair. Si on veut une idée générale,
pour une région entière et qu'on n'a pas beaucoup de données, Grossareno, ça dépanne. Mais si on veut faire du travail de précision, choisir la bonne variété pour sa parcelle, surtout quand les hivers sont doux, là il n'y a pas photo, c'est la précision de l'Utah qui est indispensable. Et attention, parce que se tromper dans ce calcul, ça ne pardonne pas. Si la plante n'a pas eu sa dose de froid, son réveil est un vrai bazar. Les fleurs sortent n'importe comment, sur une longue période, les fruits sont inégaux, au final c'est simple, le rendement chute et la qualité des fruits aussi. Si on prend l'exemple du Maroc, cet enjeu est carrément stratégique. Logiquement, la plupart des variétés qu'on y trouve ont de faibles besoins en froid. Mais attention, on commence à introduire des variétés qui ont des besoins moyens, notamment en altitude. Et là, pour que ça marche, il faut être absolument certain que le froid nécessaire sera au rendez-vous. C'est un facteur clé de la réussite du projet. Mais voilà, une fois que l'hiver est passé, le travail n'est pas fini, loin de là. La gestion de la température pour le myrtillier, en fait, c'est un défi de tous les instants, tout au long de l'année. Le danger numéro 1, c'est la gelée tardive. Une fois que la plante est réveillée, que les bourgeons et les fleurs sont là, tout fragiles, une seule nuit où la température passe sous zéro, et c'est la catastrophe. Ça peut anéantir la totalité de la récolte. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Et puis, à l'autre extrême, il y a la chaleur de l'été. Quand le thermomètre grimpe au-dessus de 35 degrés, la plante stresse. Ça peut jouer sur la taille des fruits, sur leur goût, leur taux de sucre, et ça oblige à s'adapter, à trouver des solutions comme une irrigation goutte à goutte très précise, ou même à installer des filets d'ombrage pour protéger les plants. Et on termine avec cette question, finalement, le climat, c'est un allié ou un adversaire pour cultiver le myrtillier? En fait, tout est là. Bien comprendre les besoins de la plante, du froid de l'hiver aux chaleurs d'été, c'est ça qui permet de transformer un climat parfois difficile en un véritable atout. Utiliser le bon outil de mesure, choisir la bonne variété, c'est ce qui peut faire toute la différence. Voici votre résumé agronomique sur le myrtillier et ses besoins climatiques. Alors, quand on pense au myrtillier, on imagine souvent un fruit. C'est simple, non? Pourtant, sa culture, c'est un véritable ballet où la température mène la danse, du cœur de l'hiver jusqu'au plein été. Premièrement, et c'est un peu un paradoxe, pour bien produire, le myrtillier a d'abord besoin de dormir. C'est ce qu'on appelle le repos hivernal, et c'est crucial. On le mesure en heures de froid, vous savez, ces moments où le thermomètre reste juste au-dessus de zéro. Sans ça, pas de fleurs, et donc pas de fruits. Deuxièmement, une fois l'hiver terminé, le producteur retient son souffle. Le gel tardif au printemps, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. Une seule nuit trop froide peut anéantir toute la récolte. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a la chaleur de l'été. Au-delà de 35 degrés, la plante stresse et la qualité des fruits en prend un coup. Alors, comment les agriculteurs gèrent tout ça? Eh bien, la clé, c'est l'adaptation. D'un côté, on choisit des variétés plus tolérantes, comme la Southern High Bush, et de l'autre, on installe des protections, comme des filets d'ombrage ou des systèmes de brumisation pour créer un microclimat un peu plus clément. En bref, la réussite de la culture du myrtillier, ça dépend vraiment d'une gestion au degré près de la température, du premier gel au dernier rayon de soleil.